Mes parents veulent que j'aie un mariage secret parce que ma sœur est très sensible et gâtée, mais tout ce que j'ai entendu, c'était « organise le plus grand mariage possible ». Vous voulez savoir comment identifier la fille dorée de la famille? Cherchez la gamine dorée. C'est ma petite sœur, Bella. Au lieu d'être nourrie de céréales ou d'œufs et de bacon, elle a été nourrie d'attention et de validation depuis le jour de sa naissance. On l'a enveloppée dans du papier bulle. Voilà ce qui arrive quand deux personnes élèvent une fille en lui faisant croire que ses sentiments sont le centre du système solaire et que tout ce qui se passe dans la vie des autres menace son estime de soi. Elle n'a pas toujours été insupportable, je lui concède ça, mais quand la puberté est arrivée et que les compliments ont commencé à être adressés à d'autres filles, elle a commencé à traiter chaque femme dans la pièce comme une rivale ouverte. Tu portais une robe à un dîner de famille, elle y renversait accidentellement du vin rouge. Tu décrochais un nouvel emploi, elle pleurait dans la salle de bain en disant qu'elle se sentait perdue. Tu présentais ton petit ami, elle flirtait avec lui devant toi, puis disait à nos parents qu'elle était juste amicale. Et eux la croyaient toujours. Apparemment, pour eux, Bella n'était pas gâtée. Elle était simplement sensible, incomprise, fragile, une délicate orchidée en floraison qui ne pouvait supporter ni les conflits, ni les limites, ni que d'autres reçoivent de l'attention à sa place. Donc quand je me suis fiancé, je savais qu'il y aurait du drame. Mais je ne m'attendais pas à une véritable campagne de culpabilisation pour m'amener à organiser un mariage secret, comme si j'étais une maîtresse ou une seconde épouse dans Game of Thrones. Mon fiancé, a fait sa demande l'hiver dernier. C'était pendant une randonnée enneigée, avec un petit pique-nique et une bague qu'il avait soigneusement choisie pendant des mois. C'était le moment le plus paisible de ma vie. Cette paix a duré exactement un jour, parce que lorsque nous l'avons annoncé à mes parents, Bella pleurait déjà. Ce n'était pas des larmes de joie parce que sa sœur se mariait. C'était des larmes de « elle ne peut pas se marier avant moi ». Elle a couru à la salle de bain au milieu du dîner, hurlant de façon incohérente que la chance ne l'avait pas bénie dans cette vie. Elle ne m'a pas accusé directement de quoi que ce soit, mais j'étais littéralement la seule à m'être fiancée ce jour-là, donc vous pouvez deviner qui était la coupable. Disons que j'étais la vedette de cette crise. Je suis resté là à regarder mes parents faire leur habituelle petite routine pour la consoler. Ma mère lui frottait le dos et lui chuchotait qu'elle était toujours spéciale et que son moment viendrait. Mon père me regardait comme si je devais m'excuser de ne pas avoir fait comprendre à mon fiancé que si ma sœur n'était pas la première, personne ne pouvait l'être. J'ai attendu. Je leur ai laissé une semaine pour se calmer. Peut-être qu'avec un peu de temps, ils sortiraient la tête de leur derrière, et je pourrais respirer de l'air frais, puis prendre une décision sensée. Non. À la place, ils m'ont invité à déjeuner et ont lâché leur demande irrationnelle. Ils ont dit, mot pour mot, ce serait mieux pour la famille si tu gardais le mariage privé, peut-être juste une signature au tribunal. C'est très douloureux pour Bella, et être une bonne sœur voudrait dire faire preuve d'un peu de compassion. Nous ne te demandons pas de ne pas te marier, mais moins il y aura de monde au courant, mieux ce sera. Il vaut mieux éviter de provoquer un spectacle. Ils ont utilisé le mot « spectacle » pour décrire mon mariage. Comme si je prévoyais d'arriver dans un carrosse avec des colombes s'envolant de mon bouquet. Ils ont continué en disant que Bella se remettait à peine de sa dernière rupture qu'elle avait provoquée en couchant avec le meilleur ami de son petit ami. Mais bon, un petit détail pour tout le monde, apparemment. Et que ce serait cruel d'avoir une grande fête alors qu'elle était dans un état si vulnérable. Ma réponse, laissez-moi comprendre, vous voulez que j'annule le jour dont je rêve depuis mes 15 ans parce que votre fille adulte pourrait être jalouse? Ils ont dit qu'ils ne demandaient pas grand-chose. J'ai demandé si ça allait en sortant, ce n'était pas le cas. Mais j'ai dit oui, parce que je ne voulais pas éclater en larmes au milieu du parking. La rage bouillonnait. Mais j'avais besoin de temps pour décider comment j'allais gérer ça. Puis, comme si l'univers voulait m'offrir une réponse, j'ai accidentellement surpris Bella en train de se vanter auprès d'une amie en FaceTime la semaine suivante. Je suis entré chez mes parents à l'improviste, et elle était là dans la cuisine, téléphone en haut-parleur, en train de rire. Elle a dit exactement ces mots, ouais, elle a accepté de calmer les choses. Je suppose qu'elle a enfin compris qui est l'important ici. Disons que c'est à ce moment-là que j'ai décidé non seulement d'avoir le mariage de mes rêves, mais d'en faire le plus grand, le plus audacieux, le plus inoubliable que cette famille ait jamais vu. Ou que puisse payer un budget raisonnable. Imaginez, salle élégante, robe de créateur, lustre, bar ouvert, et assez de fleurs pour déclencher des allergies dans un rayon de 10 km. Je l'ai dit à Jay ce soir-là, et sa réponse a été « Ce sera une fête si énorme que même ma grand-mère avec son déambulateur le mettra de côté pour cirer la piste de danse avec ses chaussures. » Impossible de ne pas aimer cet homme. Alors maintenant, nous organisons le mariage que nous voulons vraiment. J'ai envoyé les invitations la semaine dernière à tout le monde, sauf à mes parents et à Bella. Qu'ils la prennent par un cousin. Parce que s'il voulait que je disparaisse pour le bien de Sa Majesté royale, ma sœur, eh bien je disparaîtrais, mais avec du gâteau et un orchestre de jazz à 5 musiciens. Mise à jour 1. Je savais qu'il finirait par la prendre. La seule surprise, c'est que ça ait pris autant de temps. Apparemment, c'est ma tante qui a vendu la mèche. Elle a reçu son invitation et a immédiatement appelé ma mère, ravie du lieu, du code vestimentaire, de son excitation pour un mariage pareil.
Elle a dit qu'elle ne savait même pas que nous préparions quelque chose d'aussi grandiose et a demandé si elle pouvait venir avec sa meilleure amie et le fils de celle-ci. Ils m'ont dit que ma mère était restée silencieuse pendant 20 secondes entières, puis avait raccroché avec l'élégance d'une tonalité occupée. Les retombées sont arrivées vite. D'abord un appel manqué, puis un SMS si long que j'ai cru qu'elle écrivait son autobiographie. Il disait que j'avais rompu notre accord, manqué de respect à la famille, trahi ma sœur, que j'étais égoïste, avide d'attention, et que j'avais couvert la maison de honte. Suis-je né dans la maison Lannister? Parce que si c'est le cas, ça peut poser problème puisque je n'aimais pas mes frères et sœurs, bien que je n'en ai pas. Puis la cerise sur le gâteau, nous devons parler. Dîner demain, 19h. J'ai vu le message et a demandé si on devait apporter du popcorn. Alors nous y sommes allés, avec du popcorn dans mon sac et tout. Nous n'allions rien mendier, ni la permission d'organiser cette fête, ni leur présence. Nous allions expliquer clairement ce qui allait se passer, et si ça ne leur plaisait pas, où ils pouvaient se mettre leurs opinions désormais. Bella était déjà sur le canapé quand nous sommes arrivés, enfouie sous une couverture comme si elle se remettait d'une maladie victorienne. Elle a à peine levé les yeux et s'est détournée, comme si je l'avais personnellement poignardée avec mon invitation de mariage, ou plutôt, ma non-invitation. Mon père n'a même pas pris la peine de dire bonjour. Il est allé droit au but et m'a demandé ce que j'essayais de prouver avec ce mariage. Je lui ai répondu que c'était la preuve que deux adultes amoureux pouvaient célébrer sans avoir d'abord à vérifier si Bella avait accumulé assez de points de stabilité émotionnelle pour le supporter. Il n'a pas ri, j'ai trouvé ça hilarant. Ma mère est intervenue, disant que le lieu et la liste des invités étaient excessifs, que nous allions avoir beaucoup de réparations à faire, et qu'elle allait préparer du café pour qu'on puisse rester tard. Je lui ai dit que ce n'était pas la peine, les écouter parler suffisait comme boisson énergisante pour moi. Et puis, les arrangements et le mariage étaient déjà immuables. Bella a alors pris la parole, me disant d'arrêter de faire l'enfant et d'agir comme sa sœur, pas comme son ennemi. Je lui ai dit franchement que si elle voulait être heureuse parce que sa sœur se mariait, j'appréciais. Mais si elle comptait se plaindre, alors qu'elle ferme sa bouche et garde ça pour elle. Mon père est intervenu et a dit que je devais arrêter. J'ai demandé pourquoi. Parce que je disais enfin des choses qu'il ne voulait pas entendre? Parce que pour une fois dans ma vie j'allais penser à moi et pas à Bella. Ma mère a dit que Bella traversait une période difficile et que je n'avais aucune idée de combien elle souffrait. J'ai répondu que c'était impossible pour moi de savoir, parce que je n'ai pas trompé mon fiancé, je n'ai pas gâché sa fête d'anniversaire, et je suis à peu près sûr de ne pas avoir rayé sa voiture après qu'il a refusé de revenir avec moi. Et j'ai presque oublié, je n'ai pas non plus inventé une fausse grossesse pour me marier. Bella s'est levée et m'a traité de rancunière, disant que je ne supportais pas qu'elle attire l'attention. En vérité, ce genre d'attention n'est pas exactement ce que je recherche. Mon père, d'un ton des plus sérieux et avec la voix la plus grave possible, a dit que si j'allais de l'avant avec ce cirque de mariage, je ne devais pas espérer les supplier d'y assister, parce qu'ils ne viendraient pas, par respect pour ma sœur. Alors j'ai dit, parfait, parce qu'en ce qui concerne vos invitations, il n'y en avait pas. Ma mère n'en revenait pas, elle a dit que je le regretterais. J'ai répondu, seulement si vous arrivez à venir, c'est pour ça que j'ai fait en sorte que vos noms figurent sur la liste des personnes interdites d'entrée. Bella a couru hors de la pièce comme toujours, hurlant quelque chose entre un sanglier sauvage à la patte blessée et Godzilla qui met sa main dans un volcan par accident. Elle s'attendait probablement à ce que quelqu'un la suive, mais personne n'a bougé, elle est un peu effrayante. Si nous avions entendu ça en pleine forêt la nuit, il aurait été temps d'allumer le feu de camp et de se serrer bien fort. De retour à la maison, Gemma servi un verre de vin et m'a demandé si ça allait. Je lui ai dit que je ne savais pas si j'allais bien, mais que je savais qu'il s'était éclaté. Il n'a pas arrêté de rire de la soirée, même avec mes parents qui le fusillaient du regard. Mais mon futur mari a appris à ne plus respecter mes parents, parce qu'ils ne le méritent pas. Ils pensent qu'ils me punissent en me refusant l'honneur de leur présence, mais c'est en réalité le plus beau cadeau de mariage que des parents avec un enfant favori puissent offrir à l'autre. Mise à jour 2. Il s'avère que planifier un mariage est beaucoup plus amusant quand on n'a pas à tenir compte en permanence de l'instabilité émotionnelle d'un adulte incapable de supporter de ne pas être le personnage principal. Une fois que j'ai rayé mes parents et ma sœur de la liste, tout a coulé comme un rêve. Salle réservée. Robe sur mesure. Playlist, un parfait mélange de romantique et de vengeur. La chanson pour mon entrée dans l'allée s'intitule littéralement Goodbye to You. Un clin d'œil subtil, bien sûr. J'ai et moi avons même créé un site internet pour le mariage, vidéos amusantes, photos de fiançailles, liens pour répondre à l'invitation. Il n'était qu'une question de temps avant que cela n'atteigne la Sainte Trinité, maman, papa et Bella. Une semaine plus tard, j'ai reçu un message de ma cousine qui vit à 3 états d'ici. Ta mère a appelé la mienne en pleurant à propos de tout ça. Et c'est là que le sabotage a commencé. Subtil, mesquin, faible, tout à fait dans le style de mes parents et de ma sœur. Ça a commencé avec ma tante. Elle m'a envoyé un SMS disant que, malheureusement, elle ne pourrait pas assister au mariage parce qu'elle ne voulait pas être prise au milieu d'un conflit familial. Elle a ajouté un smiley à la fin, comme si ça adoucissait sa lâcheté. Puis est venue la scène avec la fleuriste. Celle que nous avions engagée, recommandée par ma mère il y a des années, a soudainement annulé sans explication.
Quand j'ai demandé des précisions, son assistante m'a dit que quelqu'un lui avait conseillé qu'il serait préférable de décliner certains événements. On aurait dit que j'organisais un rituel satanique au lieu d'un mariage, et que cela n'était pas en accord avec sa religion. Je ne me suis même pas énervé, j'ai simplement contre-attaqué. J'ai trouvé une meilleure fleuriste, triple le style, même prix voire mieux. J'ai envoyé une photo du nouveau bouquet à ma cousine, et elle l'a, accidentellement, glissé dans le groupe familial. Personne n'aurait pu prédire ce qui s'est passé ensuite. 2 mois restants. Le trafic sur le site du mariage avait triplé. Les réponses affluaient, et apparemment Bella avait enclenché le mode blocage total sur Instagram. Elle a bloqué tous les parents qui postaient quoi que ce soit de vaguement positif à propos de notre mariage. Une cousine a été bloquée pour avoir posté sa robe de demoiselle d'honneur. Un oncle a été bloqué pour avoir partagé notre photo de fiançailles avec la légende « Je ne pourrais pas être plus heureux pour eux ». Bella, apparemment, bouillonnait. Ce qui nous amène à la tentative de sabotage suivante. La mère de Jay, qui est adorable mais qui croit malheureusement que tous les conflits se règlent avec une bonne tasse de thé, a reçu un appel de ma mère. Elle disait qu'elle voulait juste parler, de mère à mère, mettre les choses à plat, être les seuls adultes dans tout ça. Je l'avais prévenu que c'était un piège. Je l'avais prévenu aussi. Mais elle a dit qu'elle l'écouterait. Elle est revenue de ce thé avec 10 ans de plus en 90 minutes. Elle a dit que ma mère avait passé tout le temps à essayer de la culpabiliser pour qu'elle parle à Jay et le ramène à la raison. Qu'elle avait pleuré en disant qu'elle et mon père avaient toujours aimé Jay comme un autre fils et que mon mariage était comme un coup de poignard en plein cœur. Elle a dit que ce serait tout pour elle si Jay pouvait me convaincre d'annuler et de revenir au plan familial. Le plan familial étant, faire en sorte que Bella arrête de geindre parce que le monde est heureux sans elle. La mère de Jay a souri poliment, lui a dit que ce n'était pas ses affaires, et est partie avant de fracasser sa vitrine de tasse à café. Je lui ai envoyé des fleurs le lendemain, elle les avait bien méritées. Mise à jour 3. Le jour du mariage est arrivé et, sans surprise, mes parents ne sont pas venus. Enfin, la surprise, c'est qu'ils n'ont rien tenté. J'ai été calme, serein, souriant d'une oreille à l'autre toute la matinée. Il n'a même pas bronché quand nous avons reçu le décompte final des réponses, aucun de mes proches n'avait changé d'avis. Je suppose qu'à ce moment-là nous savions tous les deux que les chances de les voir apparaître se situaient quelque part entre, très peu probables, et, seulement si nous portions Bella jusqu'au mariage sur un palanquin. Mais quelqu'un est venu et a apporté le chaos avec lui. La cérémonie était terminée. Jay et moi venions d'entrer dans la réception quand ma cousine m'a prise à part, l'air bouleversé. Elle m'a dit qu'une personne inattendue était arrivée et n'était pas sur la liste. J'ai demandé si c'était Bella. Elle a secoué la tête et a dit que c'était pire, mon oncle Greg. Contexte, l'oncle Greg est le frère aîné de ma mère. Un homme qui n'apparaît que rarement, sauf quand il y a des ragots à collecter ou du drame à provoquer. C'est ce parent qui a toujours l'air de savoir quelque chose que vous ignorez et qui se délecte de lâcher des bombes émotionnelles au pire moment possible. Et oui, il était là, dans une veste de taille trop petite, un verre à la main, et un sourire de chat qui aurait mangé tout l'arbre généalogique. Je m'approchai et lui demandai ce qu'il faisait là. Il répondit qu'il voulait simplement me féliciter, que la famille restait la famille et qu'il n'allait pas manquer l'événement de l'année. Je n'y crus pas une seconde. Oncle Greg ne se montre jamais sans raison. Il n'avait même pas confirmé sa présence. Je lui demandai ce qu'il voulait vraiment. Il sourit d'un air mauvais et dit qu'il avait un cadeau pour moi. Il sortit alors son téléphone et me montra une capture d'écran. C'était un message dans un groupe Facebook privé. Un message que ma mère avait envoyé à quelques parents éloignés, essayant d'organiser un dîner le soir même de mon mariage. Son nouveau plan, apparemment, était de tenir une petite réunion pour contrebalancer les effets de mon mariage, comme elle l'appelait. Elle expliquait qu'il était important de créer un espace pour les sentiments de Bella en ce moment si difficile, le moment difficile étant le fait que je me marie. Le pire, elle présentait les choses comme si je les avais volontairement exclus. Comme si j'avais utilisé mon mariage comme une arme contre les gens qui m'aiment le plus. Je fixai la capture d'écran et vis les commentaires. Quelqu'un avait même écrit quelle honte que certaines filles deviennent si arrogantes après avoir trouvé un partenaire. Oncle Greg dit qu'il pensait que je devais savoir. Qu'il ne prenait pas parti. Ce qui, traduit du grec langage, veut dire qu'évidemment il prenait parti, il voulait juste qu'on le félicite d'avoir l'air neutre. Il me demanda si j'allais dire ou faire quelque chose. Je répondis, non. Pourquoi faire? Je laissai Greg au bar et retournai à la fête. Le reste du mariage se passa normalement, sans autre surprise. Le contre-dîner de mes parents eut bien lieu, mais avec peu de monde, juste quelques personnes qui avaient décidé de ne pas venir à notre mariage, et c'est tout. Ceux qu'ils avaient invités mais qui étaient venus à notre mariage étaient trop fatigués de danser et trop repus d'avoir bien mangé pour avoir envie de participer aux bêtises de mes parents. Mise à jour 4. Cela fait 1 an. 1 an depuis que je me suis marié sans eux. Pas grand-chose à signaler, parce que tout a été assez calme pendant ce temps. Juste quelques miettes rapportées par un cousin ou une tante, des petites choses qu'ils faisaient, mais qui n'avaient plus d'importance puisque je suis marié. Apparemment, Bella s'est encore teint les cheveux en rose, la grande nouvelle de toute cette période. En général, ça marque le début de sa phase de réinvention, qui arrive après une rupture ratée ou une crise au travail.
On m'a dit qu'elle avait quitté son dernier emploi en claquant la porte parce qu'on lui avait demandé de partager le crédit d'un projet avec un collègue. Incroyable. Mes parents, eux, ont maintenu ce que j'appelle affectueusement une distanciation sélective. Ils m'ont coupé, oui, mais seulement quand cela correspond à leur récit victimaire. En public, ils font comme si c'était moi qui les avais rejetés. En privé, je sais qu'ils demandent constamment de mes nouvelles. Une tante m'a raconté que ma mère garde des photos imprimées de G et moi au mariage, cachées dans un tiroir. Les mêmes photos qui sont publiques puisqu'elles circulent sur les réseaux sociaux. Parfois, elle les sort quand personne ne la regarde. Je suppose que je devrais ressentir quelque chose en apprenant ça, peut-être de la nostalgie, un petit pincement de compassion. Mais honnêtement, la seule chose que j'ai ressentie, c'est de l'indifférence. Je me fiche qu'ils me manquent, visiblement pas assez pour s'excuser de ce qu'ils ont exigé. C'est la preuve qu'ils continuent de mettre ma sœur sur un piédestal et feront toujours tout pour la protéger. Peut-être qu'ils regrettent mon absence, ou peut-être que ce n'est qu'un élément de plus dans leur cirque pour avoir l'air de parents abandonnés et malheureux. G et moi avons emménagé dans une maison mitoyenne 2 mois après le mariage. Une cuisine douillette, de grandes fenêtres, un petit jardin à l'arrière que j'ai transformé en potager fleuri. J'y ai planté des hortensias, de la lavande et un rosier, joli, mais épineux si on s'approche trop. Il est toujours le même homme que j'ai épousé, patient, posé, du genre à vous regarder dans les yeux quand il dit qu'il vous aimait à le penser, du genre à rire des absurdités de mes parents. Mon âme sœur, la personne avec qui je veux partager le reste de ma vie. C'est peut-être pour ça que j'ai été si surprise de recevoir un email de ma mère. Oui, un email. Elle doit croire qu'on est en 2003 et qu'elle vient de découvrir Internet. Elle disait espérer que j'allais bien, qu'elle réfléchissait à certaines choses, et qu'elle voulait se reconnecter à un moment ou un autre. Elle a mentionné que Bella, parce qu'elle ne peut jamais ne pas la mentionner, traversait une période difficile et que c'était dur pour toute la famille. Le problème, c'est que si je prends une grande feuille de papier et que je trace les périodes difficiles de Bella, je finirai sans doute avec une ligne continue sans aucune pause, parce que toute son existence en est une. Et puis elle a ajouté la phrase qui m'a fait éclater de rire, elle espérait que je ne gardais pas encore de ressentiment à propos du mariage. Elle croit toujours que leur absence à mon mariage était très importante pour moi et que je suis traumatisé de ne pas avoir eu mes parents ce jour-là. Personne qui a assisté à cette fête ne pourrait le croire, parce qu'on s'est tellement amusé que, sans l'intervention d'oncle Greg, je ne me serais probablement même pas souvenu d'eux. J'ai lu l'email et, après avoir ri pendant 5 bonnes minutes, m'a demandé ce que je voulais faire. J'ai dit que j'y réfléchirais dans la nuit. À la place, je suis resté éveillé jusqu'à 2 heures du matin à rédiger ma réponse. Pas par colère, il fallait juste qu'elle soit assez claire. La réponse finale ressemblait à ça, chers ex-parents, je vous informe que le mariage fut un succès total, avec des invités qui ont mangé, bu et dansé comme des vikings revenant d'un pillage. Merci pour ce mail, sans lui, je ne me serais même pas souvenu que vous n'étiez pas là. Voilà à quel point vous êtes mémorable quand vous ne savez parler que de ma sœur, raison pour laquelle j'avais besoin d'un rappel du pourquoi vous ne veniez pas. Quant à votre demande de discussion, les deux parties pensent qu'on est mieux sans l'autre, donc la période de distanciation est prolongée d'1 an, avec option de la rendre permanente. Sans amour, la fille pas dorée. Je ne l'ai pas envoyé tout de suite. Je l'ai relu 3 fois, j'ai dormi dessus. Puis je l'ai envoyé le matin après m'être assuré qu'il contenait tout ce que je voulais. Quelques semaines plus tard, je suis tombé sur Bella complètement par hasard. J'étais dans une librairie du centre-ville, en train de prendre un café dans le petit café à l'intérieur. Elle est entrée avec une amie, probablement sans savoir qu'il y avait des livres, et ne m'a vu que lorsque je me suis retourné. Elle s'est figée. Pas moi. J'ai hoché la tête tranquillement et je suis retourné à ma boisson. Son amie a chuchoté quelque chose et elles sont parties de l'autre côté du magasin. Je pensais que ça s'arrêterait là, mais quelques minutes plus tard, Bella est revenue seule. Elle m'a dit que j'avais bonne mine. J'ai répondu « merci ». Elle avait l'air mal à l'aise. Puis elle a demandé si je n'avais vraiment pas l'intention de leur reparler un jour. J'ai dit que je ne savais pas, que ça dépendrait du jour où ils arrêteraient d'être aussi gâtés. Elle a dit qu'elle me manquait. Je lui ai demandé si c'était moi qui lui manquais, ou juste quelqu'un à blâmer pour tout. Elle n'a pas répondu. Ensuite, elle m'a demandé si j'avais vu le groupe familial récemment, celui que j'ai quitté il y a 1 an. J'ai dit non. Finalement, elle a dit qu'elle était désolée. Pas pour quelque chose en particulier. Pas pour des années de favoritisme, de crise, de manipulation, juste un vague et lâche, je suis désolé, quand on espère que ce mot suffit à effacer tous les dégâts. J'ai hoché la tête et je lui ai dit que j'espérais qu'elle allait bien. Puis j'ai pris mon café et je suis parti. C'est drôle. Il y a 1 an, je pensais que la fermeture viendrait avec un grand affrontement émotionnel. Une thérapie familiale, une dispute hurlante, des larmes cathartiques. Mais il s'avère que la fermeture, c'est simplement la paix. Et je ne me suis jamais senti aussi légère. Mise à jour 5. Et juste quand je pensais que tout allait enfin se calmer, j'ai reçu une lettre. Oui, une lettre. Chaque fois que j'interagis avec mes parents, c'est comme un retour dans le passé. La prochaine fois, ce sera des signaux de fumée et des peintures rupestres. J'ai cru qu'on était en 1972 et j'ai paniqué parce que je n'avais pas encore pris rendez-vous pour la rendre permanente.
Elle venait de mon père. Cette fois, je l'ai trouvée dans la boîte aux lettres et j'ai levé un sourcil. Ce n'était même pas dans une enveloppe, juste pliée sur elle-même comme une sorte d'origami triste d'excuses. Je ne sais pas comment il a eu mon adresse, ou s'il a demandé à quelqu'un d'autre de la déposer. La lettre s'étalait en métaphore. Ça parlait de ponts brûlés, de temps perdu, de blessures qui ne guériraient pas, de mots restés en suspens. Il écrivait qu'il me manquait. Qu'il voulait qu'on se voie pour déjeuner, rien que nous deux, pour discuter comme des adultes. Et pendant un très bref instant, j'ai imaginé ce déjeuner. Lui commandant un café. Moi regardant l'heure. Lui disant qu'il n'avait jamais compris que c'était si sérieux. Moi me demandant ce que je ferais pour dîner le soir. Puis j'ai replié la lettre, je l'ai mise au recyclage et je me suis servi un verre de vin. Parce que dans cette maison, oui, on boit de l'alcool, mais on recycle aussi les déchets. On l'a fait à notre mariage et on le fait encore aujourd'hui. Mise à jour 6. Il y a quelques heures, je rentrais de chez mon oncle Greg. Et si vous savez que quand il se pointe à un événement il apporte des nouvelles croustillantes, imaginez ce que ça veut dire quand c'est lui qui organise la fête, c'est le Super Bowl du ragot familial. Les gens disent qu'ils y vont pour les boissons et la nourriture. Mais mon oncle cuisine assez mal ou achète du tout prêt. Tout le monde y va pour une seule chose, entendre le dernier scoop. Oui, c'est aussi une fête de famille, mais au fond tout le monde sait qu'ils attendent le potin le plus juteux de la soirée. Ma sœur n'y est pas allée, vous comprendrez bientôt pourquoi, et mes parents, eux, y sont allés, après plus d'un an sans me croiser dans aucun événement. Greg est, l'oncle neutre, donc il reste tolérable. Alors que j'ai assisté à des réunions de famille organisées par ceux qui m'avaient soutenu lors de mon mariage, mes parents sont allés à d'autres, organisées par ceux qui les soutenaient eux. Mais cette année je savais qu'ils auraient une raison d'y aller. Oncle Greg ne fait pas une grande annonce avec un trophée du « ragot de l'année » ou quoi que ce soit du genre. Il est plus raffiné dans sa manière de répandre les choses. Il va de personne en personne, parlant à voix basse, si subtilement que, quand il a fini avec vous, vous ne savez pas s'il vous a confié un secret ou si vous avez juste eu une conversation agréable. Et il le fait toujours un verre à la main, en général avec 2 olives. Mais en règle générale, jamais plus de 3, jamais moins d'1. Je le précise parce qu'il faut bien imaginer l'ambiance et comment les choses se passent. Le ragot de cette année, ma sœur a rejoint le corps de la paix et a été envoyée hors de la ville. D'abord pour une formation, puis pour accomplir son service de volontariat. Ne me demandez pas comment elle a atterri là-bas, ça ne faisait pas partie du scoop, et je ne tiens pas à savoir comment une fille aussi capricieuse a fini là. J'imagine qu'elle a eu une révélation ou une apparition de Jésus, ou, dans son cas, de Satan. Quoi qu'il en soit, elle est partie. Mes parents sont seuls, très tristes, et c'est pour ça qu'ils ont assisté à l'événement, blablabla. J'imaginais que ce serait le « scoop de l'année » de Greg, mais j'espérais que ce serait autre chose. Mon mari, lui, avait parié que ce serait ça. Alors nous avons tous les deux observé attentivement comment Greg circulait dans la pièce. Nous étions à une extrémité et mes parents à l'autre. Greg ne nous avait pas encore rejoints, mais le ragot se comporte comme un être vivant qui se multiplie. D'abord Greg le dit à quelques personnes, puis ces personnes le répètent à d'autres, et ainsi de suite. Greg n'avait même pas parlé à 3 personnes que les choses commençaient déjà à se remarquer. Finalement, mes parents ont quitté la fête en pleurant après avoir parlé à certaines personnes. C'est à ce moment-là que Gemma dit « il est temps de payer ». La réaction de mes parents, évidemment, c'est parce que leur fille dorée, la lumière qui éclaire leur chemin vers on ne sait où, probablement l'asile, est partie. Mais aussi parce qu'ils craignent qu'elle ne finisse dans une zone de guerre ou quelque part de dangereux. Et oui, ça pourrait arriver, le corps de la paix est envoyé dans des régions en conflit, puisque c'est là qu'on a le plus besoin d'eux. Mais connaissant ma sœur, elle a sûrement fait une demande spéciale. Je l'imagine très bien, bon, je n'aime pas trop la saleté, mais si vous m'envoyez dans un endroit avec des enfants moches, histoire qu'ils fassent bien contraste quand je poste mes photos sur Instagram, je promets que je ferai du bon travail. En tout cas, elle publie déjà ce genre de cliché où elle apparaît comme la lumière qui illumine les autres de sa bonté et blablabla. Très probablement, ces pauvres gens, qui ont déjà une vie difficile, se retrouveront aussi sans électricité quand sa facture ne sera pas payée et que le courant sera coupé. Ils doivent sûrement se parler entre eux avant son arrivée, en demandant « Tu ne sens pas quelque chose d'étrange ?» Comme un frisson qui me traverse le dos. Voilà le ragot le plus frais que je peux vous apporter à propos de mon histoire. Ce n'est pas grand-chose, mais elle, Ed, de ma sœur ne l'est probablement pas non plus.